Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition, spéciale confinement d'Informatique News Hebdo, puisque, comme chacun d'entre vous, nous sommes évidemment confinés dans nos résidences respectives. Mais nous sommes toujours là pour décrypter avec Guy l'actualité. Alors Guy, bonjour tout d'abord. Bonjour Jean-François. Alors, confinement oblige, malgré le confinement, l'actualité IT continue, et pas forcément focalisée uniquement sur le confinement. Alors, on va d'abord parler de Microsoft, dont les équipes de marketing, profitent un peu de l'actualité justement autour du confinement pour nous faire une petite modification du branding, comme on dit en jargon des marketeurs d'Office 365. Il faut désormais appeler Microsoft 365, c'est à peu près ça, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça, je crois que vous avez déjà dit pas mal de choses. On était habitué à Office 365 depuis déjà un certain temps, et donc avec l'ajout de Teams, l'outil qui dans l'utilisation a explosé ces dernières semaines, donc dans le package d'Office, il était relativement normal que Microsoft change la marque de cet ensemble de logiciels. Ce qui est intéressant à noter, c'est que en fait, ce changement, il ne vaut que pour les versions qui sont destinées à la fois au grand public et aux petites et moyennes entreprises. Pour ce qui concerne les grandes entreprises et le secteur de l'éducation, on reste toujours avec Office 365. On peut remarquer par exemple que dans le cadre des offres spéciales à l'occasion de l'épidémie qu'on est en train de vivre, Microsoft a proposé une version Teams gratuite pour les associations. Mais bon, ça fait partie des offres que tous les fournisseurs proposent en ce moment. Très bien. Alors, autre sujet, Guy, en bref, de la semaine, c'est HPE, qui n'oublie pas le déploiement à venir ou en cours dans certains pays de la 5G, en proposant une nouvelle infra open source pour simplifier le déploiement de la 5G. Exactement. Donc, la 5G continue, même si ça devait être vraiment le sujet star du Mobile World Congress qui a été annulé cette année. On en avait déjà parlé les années précédentes, depuis 3-4 ans déjà. Là, on entre dans une phase d'implémentation qui est peut-être mis un peu entre parenthèses. Et donc, HPE lance cette initiative qu'il a baptisée ODIM. ODIM pour Open Distributed Infrastructure Management, donc gestion de l'infrastructure. Et en fait, qui est avec d'autres partenaires, dont on peut citer Intel, Red Hat, et puis Apstra, et bien d'autres. Et donc, l'idée, c'est qu'avec la 5G, l'intégration des logiciels sera plus compliquée que ce qu'on avait connu auparavant. Donc, l'intégration des logiciels dans les différents équipements pour pour la mise en œuvre des réseaux 5G. Et donc, cette initiative est censée résoudre ce problème et faciliter, la mise en œuvre des réseaux 5G. Alors, c'est une initiative qui concerne évidemment au premier chef les opérateurs de télécom, et éventuellement les grandes entreprises qui pourraient être amenées à mettre leur propre réseau 5G à des fins privées. Mais enfin, c'est une initiative qui concerne principalement les opérateurs de télécom. Alors on continue avec le feuilleton Xerox HP, et finalement Xerox renonce à racheter HP. Voilà, donc la saga se termine. Ça semblait, relativement logique, étant donné les événements. Donc ça remonte à quelques mois déjà. Xerox, Xerox, c'est le petit pousset qui veut s'attaquer à l'ogre qu'était HP, puisqu'en gros il y a un rapport de 1 à 5 dans la taille des deux entreprises, et donc avait fait d'abord une approche amicale, avait proposé un prix que HP avait refusé, et puis avait été un petit peu plus loin, avait fait une offre inamicale, donc une OPA un peu hostile, avait remonté sa participation dans HP, voulait mettre des
des personnes de sa main au conseil d'administration de HP. Donc, je dirais qu'un certain nombre d'initiatives pour faire en sorte que cette opération aboutisse. Et puis, bon, évidemment, les circonstances font que Xerox a dû jeter l'éponge et met un terme à cette offensive. Alors, on ne sait jamais, hein, peut-être que quand tout ça sera fini dans 6 mois, 1 an, que Xerox pourra peut-être se relancer, mais les cartes ont été rebattues et il est probable que cette opération soit bel et bien terminée. Ok, alors j'allais dire, pendant que Xerox renonce à HPE, Palo Alto Networks, spécialiste de la sécurité bien connu, lui continue à faire ses emplettes et se repositionne sur le SD-WAN. En tout cas, voilà, donc Palo Alto Networks, comme vous le dites, un des acteurs majeurs dans le domaine de la sécurité, rachète une société qui s'appelait CloudGenix, qui est spécialisée dans le SD-WAN. Donc CloudGenix est on peut dire encore une start-up, puisqu'elle a été créée en 2013, a levé 100 millions de dollars pour financer son développement. Donc c'est quelque chose de significatif. Et il se trouve que, en fait, Palo Alto avait elle aussi une offre de SD-WAN. Donc le SD-WAN, on rappelle, c'est une offre alternative qui est au MPLS, par exemple, ou à la commutation de paquets, qui est censée être beaucoup plus simple à mettre en œuvre quand on veut mettre des réseaux longue distance, donc des WAN. Et donc Palo Alto avec sa propre offre de SD-WAN. Et donc cet achat peut laisser conclure que finalement la solution de CloudGenix est supérieure et que donc elle va intégrer cette solution à son offre. Alors combien de temps prendra l'intégration, ça on ne sait pas trop, mais en tout cas c'est une évolution qui est à la fois techniquement compréhensible et puis techniquement du point de vue de Palo Alto rachète une offre qu'elle considère supérieure à la sienne. Donc ceci explique cela et donc on verra quand Palo Alto se repositionnera comme un opérateur SD-WAN de papier. Très bien. Alors évidemment, l'actu de la semaine reste quand même toujours très centré autour du coronavirus, avec toujours des fournisseurs qui, comment dirais-je, adaptent leurs offres. Mais peut-être on peut parler des fournisseurs du feuilleton gouvernemental autour du smartphone, pas smartphone, pour l'autorisation de sortie. Exactement. Donc, dans un premier temps, quand il y a eu la mise en place de ces autorisations de sortie, en fait, au départ, on pouvait avoir la version papier et puis la version smartphone. Et puis la version smartphone a été supprimée et donc seul le papier faisait foi. Et là, le gouvernement a changé de pied puisque à partir de lundi, il y aura une nouvelle solution sur smartphone, mais qui celle-là intégrera un QR code, c'est-à-dire qu'en gros, on rentrera les données qu'il faut pour cette autorisation de sortie, qui générera un QR code. Et donc, on pourra sortir dehors. Alors, cette offre, elle apporte un certain nombre d'avantages. Déjà, pour ce qui est de l'heure de sortie, elle sera générée automatiquement, donc on ne pourra pas tricher, entre guillemets. Elle est censée également apporter une sécurité en termes de garantie sur les données privées. Et puis, je dirais, en termes de mise en place des gestes barrières, elle est aussi intéressante que le papier, puisque là, il suffit de montrer le papier. Donc, ça veut dire que le policier qui va vous verbaliser, enfin, pas verbaliser, qui va vous contrôler, scanner le QR code à relativement distance, si je puis dire. Donc, en gros, 1 mètre de distance entre les deux personnes seront préservés. Donc, c'est une solution technique aboutie. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est effectivement, comme vous le disiez, ce changement de pied smartphone, pas smartphone, sachant qu'en plus, la version papier était bien, mais ça supposait que les gens avaient une imprimante, ce qui n'est pas le cas de tous, et donc il fallait copier l'autorisation à la main. Même assez. Oui, en 2020, c'est pas très digital natif, on dit. Cette solution est là, prenons-la. On pourra la tester à partir de l'6 avril, donc à partir de janvier. Très bien. Et sinon, du côté des fournisseurs, toujours pas mal d'initiatives, Guy, avec. Effectivement, j'en ai retenu un certain nombre.
On peut commencer par une... alors, déjà, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que chaque semaine, on en donne deux, trois, mais on sait déjà que notre confrère IT for Business son site, il actualise cette liste. Et puis, Syntec Numérique a fait de même, a constitué une annuaire de toutes les solutions qui sont disponibles. Donc, c'est covid-syntecnumérique.fr. Donc ça, c'est pour avoir la totalité de l'offre. Et puis, ils ont aussi un fil Twitter pour donner les nouveaux arrivants, si je puis dire. C'est @covid Syntec Num. Donc ça, je dirais, c'est pour avoir une vision globale. Nous, on va en donner deux, trois. La première, c'est Foxit, qui propose une solution d'édition de PDF sur Internet qui sera gratuite jusqu'au 30 septembre. Donc, bon, c'est très, très utile, hein, c'est pour la génération d'un PDF, mais c'est aussi pour faire de l'édition, donc des modifications pour apporter des éléments sur le document PDF. C'est une première chose. Donc, c'est ça, je veux dire, c'est un peu basique, mais c'est quand même très, très intéressant. On en a retenu une autre qui s'appelle Grizzly. Donc là, en gros, c'est une solution, une app qui se connecte à Slack, et donc Slack, la solution de collaboration. Et en gros, ça permet de faciliter la gestion de la collaboration de personnes à distance. Donc, je dirais qu'en ces temps particuliers, c'est un outil qui est très utile et qui pourra être... Alors, je ne l'ai pas testé, je ne peux pas dire s'il est intéressant, mais en tout cas, la proposition de valeur est intéressante. On reviendra, là, ce n'est pas une offre, mais c'est une initiative de la Société française de radiologie qui a décidé de constituer une base de données de tous les scanners thoraciques qui ont été effectués sur des cas Covid et non Covid, et donc de les centraliser, parce qu'on sait que finalement dans la batterie de tests qui sont disponibles, le scanner thoracique, c'est ce qu'il y a de nettement plus élaboré. On sait que les tests PCR sont très sensibles, mais il y a parfois, je dirais, des bugs qui arrivent, c'est-à-dire qu'on détecte des gens qui sont soit positifs, soit négatifs, et puis le résultat n'est pas vraiment celui-là. Donc c'est une initiative intéressante qui permettra de consolider la connaissance autour de la maladie. Après, il faudra évidemment faire consolider tout ça, c'est en cours, et faire l'analyse d'image de tout ça. Donc on voit bien le travail absolument titanesque que ça va représenter, mais il fallait bien avoir les données pour pouvoir commencer à travailler sur le sujet. Très bien. Alors ça, c'était pour du côté fournisseur. Il y a des choses, des conséquences concrètes, je pense notamment à Capgemini, qui a basculé, je ne sais plus combien de collaborateurs en télétravail. Effectivement, là, toutes les entreprises dont l'activité est très orientée, je dirais, digitale, ont pu se mettre au télétravail. On comprend bien que dans d'autres secteurs, je dirais, l'alimentation, c'est plus compliqué. Alors pour Capgemini, effectivement, les chiffres sont quand même très impressionnants parce que Capgemini aujourd'hui c'est 220 000 personnes. Faut rappeler que Capgemini a finalisé l'acquisition d'Altran, 50 000 personnes. Donc au total 220 000 personnes, dont 90% sont en télétravail. Donc je ne sais pas si on se représente que c'est quand même un chiffre très important. Et ce qui est encore plus intéressant, si je puis dire, c'est que la moitié, 110 000 personnes, sont en Inde. Donc, on imagine que ça ne doit pas être aussi facile que ça de mettre tout ça en œuvre. Donc ça, c'est pour Capgemini. Chez Orange, c'est un petit peu la même chose, puisque Orange indique qu'ils sont passés de 10% de personnes en télétravail, je dirais en temps normal, à 80% aujourd'hui. Donc c'est là aussi, on parle de plus de 50 000 personnes en télétravail. C'est quelque chose d'important. Pour cela, Orange aussi a reconfiguré un petit peu ses réseaux pour, je dirais, tenir la charge, pour tenir tout ce qui est conférences vidéo, puisque là évidemment, dans les tuyaux, ça fait beaucoup de données qui transitent. Donc ce sont, je dirais, deux exemples de télétravail. On aura sans doute d'autres qui viendront avec
particularités intéressantes, mais en tout cas, là, en termes de dimensionnement, ça donne une idée de ce qu'on peut et de ce qu'on doit faire aujourd'hui dans les circonstances actuelles. Très bien, j'allais dire Guy, suite la semaine prochaine, pour ce genre d'exemple. Et puis on conclut par un traditionnel coup de gueule. Alors là, je crois que cette semaine, il n'y avait pas photo. Hein. Il y avait un candidat qui sortait du lot, c'est Zoom, qui s'est fait... dont les pratiques de sécurité avaient déjà été, comment dirais-je, mis à l'index. Hein, mais là, c'est... Oui. Alors, donc, il s'agit de Zoom. C'est sûr qu'il y a 3-4 semaines, on aurait pu le mentionner comme coup de cœur, puisqu'on en a déjà parlé d'ailleurs, en indiquant que Zoom était une solution qui était très facile à mettre en œuvre et pour faire des réunions à plusieurs. Hein. Moi-même, j'en ai testé à 15 personnes et ça fonctionne plutôt bien. Zoom, c'est un succès absolument, enfin c'est un des plus spectaculaires qu'on puisse connaître. Est passé en fin décembre, ils avaient 10 millions d'utilisateurs, ils sont passés à 200 millions. Donc les différences sont présentes. Tout ça a un problème, c'est que effectivement, comme vous le disiez, il y a énormément de failles de sécurité, et donc ça veut dire que déjà pour commencer, la première recommandation, c'est de ne pas mentionner sur des réseaux ouverts, donc c'est-à-dire sur Facebook ou ces choses comme ça, que vous allez organiser une réunion, parce que il y a quelqu'un qui peut éventuellement s'y introduire et devenir l'organisateur de la réunion, donc ça c'est quand même un petit peu embêtant. Et puis il y a tout un tas de failles de sécurité qui ont été détectées, à savoir que toutes les données personnelles qui sont rentrées pour l'organisation de ces réunions, eh bien elles sont diffusées sur d'autres réseaux, LinkedIn, on a cité Facebook, etc. Donc c'est quand même très très embêtant. Alors Zoom a indiqué qu'elle travaillait d'arrache-pied pour corriger tout ça, mais je dirais que alors évidemment c'est toujours facile de critiquer a posteriori. Peut-être qu'ils n'avaient pas prévu un succès pareil, mais je dirais que mettre sur le marché une solution qui n'a pas été complètement validée, c'est quand même une démarche qui peut être qualifiée de pour le moins légère. Disons qu'on peut avoir l'impression que l'UX se fait aux dépens de la sécurité. C'est vrai que la solution est d'ailleurs, d'usage, mais il y a eu exactement, quelques arbitrages, a priori, au détriment des best practices en matière de sécurité. Et finalement, ça repose le problème dont on a parlé déjà plusieurs fois, qui est le DevOps, c'est qu'on a d'un côté des développeurs qui veulent aller très vite, qui veulent mettre en place des solutions qui fonctionnent, peut-être pas à 100%, mais qui fonctionnent à peu près, et puis les opérationnels qui, eux, sont beaucoup plus prudents et qui veulent que les choses soient bien cadrées, bien sécurisées. Donc c'est vraiment je dirais l'opposition des deux mondes qu'il faut arriver à... il faut non seulement trouver le meilleur compromis, mais il faut que ce compromis respecte les niveaux de sécurité qui soient indispensables pour que la solution puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment Zoom, un cas d'usage pour une démarche DevSecOps, je pense que là on est... Exactement. Le sec entre les deux est important, comme vous le faites remarquer. La problématique. Écoutez, Guy, je propose qu'on conclue là-dessus, et puis qu'on souhaite à nos lecteurs une très belle semaine, surtout qui restent chez eux, autant que faire possible, qu'ils fassent attention à eux et à leurs proches. Et puis donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News & Ado. En attendant, encore une fois, très bonne semaine à toutes et à tous. Merci.